Donc, on va commencer sans plus attendre, puisque bien sûr, on a pris un peu de retard avec le professeur Flippo, n'a pas que ça à faire. Donc, on va On est enchaîner. tous très occupés, on est tous très occupés, hein, on va être honnête. Non, bah écoutez, je suis désolé, mais s'il y a un domaine que je ne maîtrise pas, c'est l'informatique. Et donc, en général, je sais cliquer sur un lien. Ce soir, ça a été un peu plus compliqué, même si j'ai eu beaucoup d'aide. Mais bon, si on y arrive, c'est l'essentiel. Merci encore d'avoir patienté un petit peu. Après, ça fait partie des best-of où on a raconté des bêtises. Qu'à cela ne tienne. Donc, la première question, en fait, on va reprendre un petit peu les questions d'il y a un mois, puisque depuis, on va dire, la science a avancé, la connaissance, l'expérience. Donc, y a-t-il un risque plus important d'être touché par le coronavirus au cours de l'APR? Donc, la réponse pour ceux qui sont fidèles et qui ont assisté au premier webinar qu'on a animé ensemble. Donc, pour le moment, car vous savez que les choses évoluent, il y a beaucoup d'informations. Aujourd'hui, la réponse reste identique. À l'heure actuelle, très peu de Français, notamment, vous le savez, probablement ont contracté le Covid-19. En ce qui concerne le fait d'avoir une maladie auto-immune et notamment une polyarthrite, il n'y a aujourd'hui aucun signe pour dire que l'on a plus de risques de l'attraper. Pas plus, pas moins. On va dire pareil pour la première question. Donc on est comme tout le monde. Par contre, c'est la deuxième question qui est la plus importante, puisque vous savez toutes et tous que dans plus de 80% des cas, c'est comme une espèce de rhume ou de grippe. La question, bien sûr, c'est que tous les jours, on voit défiler des centaines et des centaines de personnes qui sont décédées, et qui sont décédées notamment de formes graves, avec des insuffisances respiratoires très graves. Donc la vraie question, c'est pas tant est-ce que j'ai plus de risques ou pas de l'attraper, c'est surtout est-ce que je suis plus fragile par rapport aux formes sévères. Alors, on attend les résultats de grandes études nationales et internationales. On n'aura probablement pas les résultats avant des semaines, voire des mois et des mois. Mais aujourd'hui, quand on regarde les services de rhumatologie d'Italie, d'Espagne et de France, eh bien, il y a très peu de personnes avec notamment une polyarthrite rhumatoïde, avec ses traitements habituels. Autrement dit, il y en a même plutôt moins que le pourcentage que ça représente dans la population générale. Donc aujourd'hui, il n'y a pas plus, pas moins de risque de l'attraper et il n'y a aucun signal pour dire qu'il y aurait plus de formes graves. Donc on a des données globalement qui restent tout à fait rassurantes à ce stade. Parfait, donc tout le monde se sent un petit peu mieux. Donc là, je ne sais pas si tu m'entends maintenant dans l'iPad ou toujours pas. Non, non, Bon. que au téléphone. Allez, donc quel risque si on réduit ou on arrête son traitement? On a eu notamment des retours de personnes qui étaient dans l'embarras, puisque après le début du confinement, on leur a supprimé, on a annulé le rendez-vous de perfusion. Sans faire de propositions à la place, que les perfusions n'ont pas forcément été reprogrammées avec des pathologies quelquefois qui flambent. Donc on est face à une situation, d'abord le risque de réduire par soi-même le traitement ou de l'arrêter, et ensuite quand on est face à une problématique organisationnelle. Donc là, ça va s'enchaîner avec ce que je viens de vous dire. Dans la mesure où nous n'avons pas de signal lié à la maladie, pas de signal lié au traitement, on part de l'idée que déstabiliser sa maladie serait probablement un facteur réellement aggravant. Donc, la recommandation dans tous les pays du monde est identique. À partir du moment où on n'a pas le Covid-19, eh bien, on se soigne tout à fait normalement. On poursuit tous ces traitements à l'identique. À l'identique, ça veut dire que si on prend des anti-inflammatoires de temps en temps, eh bien, il n'y a aucune raison scientifique aujourd'hui pour totalement les arrêter. J'ai bien dit, en dehors du moment où on est infecté. La cortisone, vous le savez toutes et tous, ne doit jamais s'arrêter brutalement, donc on la continue. Et les traitements de fond, que ce soit le méthotrexate, le léfunomide ou les biothérapies,
eh bien, aujourd'hui, il n'y a aucune raison pour les diminuer, les espacer, les arrêter. Alors, le problème, c'est quoi? Le problème, c'est que de temps en temps, on a envie de prendre l'avis de son médecin, de prendre son rhumatologue, parce que la médiatisation est redoutable. Hein, on a parlé des anti-inflammatoires. Le monde entier rit de notre ministère de la Santé, car il n'y a que la France qui a mis en avant le risque lié aux anti-inflammatoires non stéroïdiens. Scientifiquement, on n'en sait rien, et ils sont même à l'étude dans les formes graves. Aujourd'hui, j'ai même appris que certains pharmaciens refusent de délivrer des anti-inflammatoires, ce que vous prenez moins dans la polyarthrite aujourd'hui, mais vous savez que dans la spondyarthrite, ça reste quand même le traitement numéro un. Donc c'est dire jusqu'où ça va. Alors, le traitement doit être poursuivi normalement. La seule chose, c'est le confinement, la distanciation. Autrement dit, il faut quand même éviter de l'attraper. C'est quand même mieux. Du coup, on dit il vaut mieux ne pas aller trop chez le médecin, il vaut mieux ne pas aller trop à l'hôpital. Donc effectivement, avec son rhumatologue, en fonction de son état de santé, on peut envisager de réduire la venue de l'infirmière. Là, on peut espacer les bilans sanguins, on peut peut-être espacer les perfusions, mais ça se discute avec son rhumatologue, parce qu'il ne faut pas prendre le risque de partir en poussée, ça serait pire. Par contre, il faut maintenir les traitements, et quand j'apprends que certains hôpitaux ne font plus les perfusions parce que l'hôpital de jour est fermé, eh bien minimalement, ça se discute avec son rhumatologue et on envisage des solutions pour les faire ailleurs ou effectivement peut-être pour les reporter, mais que ce soit au moins quelque chose de discuté ensemble, patient et rhumatologue. Ok, très bien. Donc là, au fil de l'eau, je te pose des questions qui passent sur le chat, notamment sur l'effet potentiellement protecteur du roi Actemra ou du Kevzara. Est-ce que Alors, tu... effectivement, donc pour le moment, il n'y a pas de traitement protecteur dans le sens ça va m'éviter d'attraper le Covid. Il y a des études avec le fameux plaquenil, sans le nommer, l'hydroxychloroquine. Ce sont des études, il y en a très peu dans le cadre de la prévention, c'est-à-dire d'éviter de l'attraper. Et comme vous pouvez l'imaginer, il faudra des centaines, des milliers de personnes suivies pendant des mois et des mois pour savoir s'il y en a moins. La question, c'est si j'attrape le Covid avec mon traitement, est-ce que je vais faire plus ou moins de formes graves? Eh bien, pour le moment, il n'y a pas de réponse officielle, mais statistiquement, il y en a plutôt moins. Voilà, il y en a plutôt moins. Maintenant, vous avez toutes et tous entendu que les traitements de la polyarthrite sont utilisés en réanimation pour soigner les formes graves. Mais ça veut dire que j'attrape le Covid, au bout de 8-10 jours, je fais une insuffisance respiratoire aiguë, je suis intubé, ventilé, et là, on utilise, pour le moment à visée expérimentale, les médicaments que vous connaissez bien, qui bloquent l'interleukine 1, qui bloquent le TNF, et qui surtout bloquent l'interleukine 6. Là, on les utilise comme traitement de ce qu'on appelle l'orage inflammatoire. Mais nous, avec la polyarthrite, si vous avez votre traitement en cours, si vous attrapez le Covid, la recommandation, c'est de suspendre votre traitement pendant le Covid, comme quand vous faites la grippe, comme quand vous faites une bronchite. Donc la prudence aujourd'hui, si vous attrapez le Covid, c'est quand même d'arrêter les traitements de fond, biologiques ou non. Alors je vais être très honnête avec vous, en Amérique, il se pose la question de savoir si effectivement les anti-IL6, donc en France, il y en a deux, hein, tocilizumab et sarilumab, ils se disent peut-être que ceux-là, il faudrait les continuer. Oh oui, mais peut-être, c'est hypothétique, c'est au conditionnel. Donc pour le moment, et en tant que professeur de médecine, j'essaye de vous donner des réponses académiques qui reposent sur des résultats d'études, on n'en a pas, mais qui minimalement reposent sur des études en cours.
Donc aujourd'hui, si vous attrapez le Covid, vous suspendez votre traitement de fond et peut-être que si jamais ça tourne mal, on utilisera les traitements. Pour le moment, ils sont tous en expérimentation. Il n'y a aucune conclusion aujourd'hui sur tel ou tel traitement. Mais c'est vrai, c'est nos traitements à nous. Donc là, il y a quelqu'un nous fait un commentaire en disant suspendre son traitement et si on a fait sa piqûre la veille de déclarer le Covid. Eh bien, si on a fait sa piqûre la veille, eh bien, pour le moment, je vous l'ai dit, on n'a pas de signal de forme grave dans la polyarthrite avec des biothérapies, des petites molécules, etc. On l'a fait la veille, ben on l'a fait la veille, c'est tout. Ok, très bien. Bon, je vois qu'il y a des questions sur la vaccination. Je vous invite à revoir la webconférence de la dernière fois, puisque tu l'as expliqué ça assez en détail. Je continue avec quelques questions là, notamment si on a une pneumopathie plus une PR. Est-ce que les recommandations sont différentes de celles que tu viens de donner? Alors, pour le moment, au niveau de la Société française de rhumatologie, on a considéré qu'il n'y avait pas, là encore, de signal particulier qui nous inquiéterait plus pour celles et ceux qui savent qu'ils ont une atteinte du poumon associée à la polyarthrite. Mais il est clair que c'est quand même les poumons qui sont fragiles, donc c'est quelque chose qui pourrait peut-être évoluer. Mais globalement, n'oubliez pas que l'inflammation pulmonaire est très, très, très fréquente quand on a la polyarthrite, mais heureusement, le plus souvent, on ne s'en rend pas compte. Donc, elle est très fréquente. Si vraiment c'était quelque chose d'aggravant, eh bien, il y aurait peut-être beaucoup, beaucoup plus de polyarthrite touchée par le Covid. Et je vous l'ai dit et répété, pour le moment, ça n'est pas le cas. On sait que pour le moment, il y a quelques dizaines de cas, donc on n'a absolument rien d'alarmant. Alors, ceux qui ont une atteinte pulmonaire connue, ceux qui savent qu'ils ont une fibrose pulmonaire, eh bien, il faut être honnête, ils sont quand même, en théorie, plus fragiles. Bon, mais c'est tout. Si on attrape le Covid, ben on attrape le Covid, ça sera pris en charge, on verra, mais il n'y a pas lieu d'être beaucoup plus inquiet qu'on ne le pourrait. Maintenant, je vous parle, on est le 24 avril 2020. Mais voilà, soyez plutôt rassurés, mais j'y reviendrai, ça ne vous empêchera pas d'être encore plus strict sur les mesures barrières. Donc, on a plusieurs commentaires. Les gens nous disent on n'arrive pas à joindre notre rhumatologue, j'ai plus de consultation, je n'ai plus de suivi. Comment on doit faire? Alors, pour ceux qui ont un traitement biologique ou ce qu'on appelle une petite molécule, tofacitinib, baricitinib, c'est une réponse. Enfin, je ne peux pas accepter ce commentaire. Tous les services hospitaliers, puisque vous savez que ce sont des traitements qui vous ont été donnés par l'hôpital, tous les services hospitaliers continuent à fonctionner, ou si le service de rhumatologie a été réquisitionné, les rhumatologues sont là et travaillent. Donc, dans toutes les équipes de France, je ne peux pas imaginer que quelqu'un qui a de la polyarthrite, qui a du méthotrexate, des biothérapies, etc., ne peut pas avoir de contact avec son rhumatologue hospitalier. C'est pas possible. C'est pas possible. Bien. Par contre, en milieu libéral, je sais que certains collègues ont fermé leur cabinet. Bon, ben là, quand ils ont fermé leur cabinet, eh bien, on prend contact soit avec un autre rhumatologue, mais c'est vrai qu'ils sont moins actifs, ou alors on prend contact avec le service hospitalier de la ville la plus proche. Et globalement, on doit vous répondre. Je sais que des services de rhumatologie ont fermé. Oui, les services, mais ce n'est pas le rhumatologue qui soigne le Covid. Hein. Ou alors, dans les services, vous allez avoir 2-3 médecins qui s'en occupent. Mais globalement, dans les services universitaires, alors effectivement, il faut prendre contact, mais tous les secrétariats fonctionnent. On donne des rendez-vous tous les jours, on fait des téléconsultations tous les jours. Ok, donc la reco, c'est quand même, ils font un mail parce que vos mails, on les trouve. Ah bah il faut, oui, alors
le mail, ça c'est facile. Après, si vous ne l'avez pas en personne, vous avez votre médecin de famille. Le médecin de famille, en général, il a aussi ses contacts, il connaît les rhumatologues et il peut transférer à l'hôpital. Dans toutes les villes de France, il y a des contacts entre les médecins de ville et les médecins hospitaliers. Il y a des plateformes de communication, il y a des numéros spéciaux entre les médecins de ville et les CHU. Enfin, j'ai du mal à imaginer que dans les grandes régions françaises, on puisse vraiment se retrouver tout seul. Ok, donc tenez bon, hein, ceux qui n'y arrivent pas, trouvez un mail ou autre chose, des signaux de fumée, mais il Mais est voilà, possible si qu'un vous n'y rhumato vous arrivez réponde. pas, vous passez par l'ANDAR, en dites moi voilà, je réside à tel endroit, je n'arrive pas à obtenir, et globalement, même si ce sont des choses qu'on évite de faire, dans une situation comme celle-là, vous avez ma bénédiction, mais je ne suis pas le pape, hein, vous avez ma bénédiction, et à ce moment-là, on dit, ben voilà, vous, le CHU le plus proche, c'est tel, voilà, c'est l'équipe du professeur Tartampion, et globalement, on peut vous mettre en contact avec des grosses équipes hospitalières. Ok, donc on va faire ça. Donc, je suis sous biothérapie, mon traitement me protège-t-il du Covid? Suis-je plus à risque ou moins à risque? Donc, il n'y a pas plus de risque que quelqu'un d'autre, il n'y a pas plus de risque de forme grave. Si je vais pas trop mal, si j'ai pas de fièvre, si je tousse pas, je continue mon traitement, je vis le plus normalement possible. Pourquoi? Parce qu'on va en discuter un peu après. Le Covid, alors je sais bien que le grand professeur Raoult a dit hier que c'était peut-être un virus saisonnier et que dans quelques semaines, il n'y aura plus rien. Tant mieux. Si c'est ça, on fera tous la fête dans la rue. Mais pour le moment, on n'en sait rien. Donc le Covid-19, il est capable d'être présent pendant encore des semaines et même des mois et des mois. Donc il faut globalement vivre normalement, il faut se soigner normalement et garder son traitement parce que le Covid va peut-être sévir pendant encore des mois et des mois. Donc, on arrive évidemment à cette question. La reprise du travail, de l'école est-elle envisageable pour nous? On a vu là pas mal de commentaires d'enseignants qui s'inquiètent et qui disent, bon, bah moi, voilà, j'ai une PR, j'ai une thérapie que je reprends, est-ce que je ne reprends pas? Donc ça, c'est les questions qu'on avait un petit peu préparées en fonction de vos retours au niveau de l'association et avec Sonia. C'est effectivement d'aborder le déconfinement, c'est-à-dire le déconfinement, la réouverture des écoles, la réouverture du travail. Alors la réponse que je vais vous donner n'est pas une réponse, parce que comme vous pouvez l'imaginer, je suis ni le pape ni le président de la République. En tout cas, pas encore. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que nous allons avoir toutes et tous des impératifs nationaux, ministériels, qui vont être dictés par les hommes politiques, ceux qui vont mettre les mesures légales. Alors, quelles seront les mesures légales de déconfinement? Je n'en sais rien. C'est bourré de fake news. On verra bien. Mais on ne va pas rester enfermé des semaines, des mois et des mois. Donc, le déconfinement et la reprise d'activité professionnelle avec une polyarthrite sous traitement, si vous allez globalement plutôt bien. Mon opinion personnelle, c'est qu'on ne va pas vous laisser enfermer comme des personnes âgées en EHPAD jusqu'à ce qu'il n'y ait plus de Covid. C'est inimaginable et injustifié vu les données scientifiques actuelles. Donc, quand il y aura un déconfinement, eh bien vous allez imaginer, sauf contrainte légale, mais vous allez imaginer un déconfinement comme tout le monde. C'est-à-dire, en fonction du caractère impératif de votre profession, on sait que le déconfinement se fera probablement par branche professionnelle. Malheureusement, les restaurateurs, ils ne vont pas reprendre tout de suite. Voilà, donc il y aura en fonction des professions, en fonction des mesures barrières. C'est sûr que un prof tout seul qui est à 2 mètres de ses élèves, comme de toute façon aujourd'hui, ils n'ont plus le droit de les frapper, ils n'ont plus le droit de les toucher. Donc l'enseignant, par exemple, si on reprend avec des demi-classes, avec des mesures barrières, bien évidemment, opinion personnelle, il peut reprendre. Si vous avez des professions où il n'y a que 2-3 personnes et qu'elles sont… Voilà, si les mesures barrières peuvent être appliquées, il n'y a aucune raison. La preuve, je suis intervenu avec les professionnels de santé, car comme vous pouvez l'imaginer,
La polyarthrite n'épargne ni les docteurs, ni les infirmières, ni les aides-soignants. Eh bien, eux, ils bossent, hein. Ils ne sont pas à la maison. Hein. Donc, la fonction publique hospitalière, les maladies inflammatoires avec biothérapie, ils sont au boulot. Alors, vous allez me dire, bah, heureusement, il faut bien qu'ils nous soignent. Bah oui, mais le risque, il est peut-être quand même plus important que quand on est dans telle ou telle entreprise ou quand on est enseignant derrière son grand bureau. Donc, bien évidemment, tout dépend du risque d'exposition, tout dépend du niveau d'importance de votre activité professionnelle et tout dépend du respect des mesures barrières. Moyennant quoi, on peut retourner travailler, qu'on soit enseignant ou quelle que soit la profession. Ok, donc là, évidemment, on nous pose des questions. Si tout le monde portait un masque, y aura-t-il moins de risques de contamination pour les personnes fragiles? Je pense que, bon, voilà, je vais dire Voilà. oui. Donc la réponse, c'est oui, mais n'oubliez pas que le masque, c'est d'abord et avant tout pour éviter que vous ne donniez le Covid aux autres en postillonnant, parce que ça ne va pas être des masques dits FFP2 qui protègent dans les deux sens. Donc, effectivement, si en face de vous, il y a quelqu'un qui a le Covid, ça évitera globalement qu'il vous postillonne à la figure. Mais s'il en a mis sur ses mains, n'oubliez quand même pas que dans les mesures barrières, c'est quand même le contact qui est le principal vecteur. Donc, ça veut dire respect des distances, gel hydroalcoolique, etc., etc. Le masque, ça n'est qu'une partie des mesures barrières. Mais bien sûr, ça sera à prendre en compte. Donc, c'est vrai que l'enseignante ou l'enseignant, comme on sait que les enfants font volontiers des formes peu symptomatiques, elle va avoir que des enfants qui vont bien, mais dans le tas, il y en a peut-être un qui a. Donc c'est vrai que les mesures barrières, en fonction de ce que la loi nous imposera, bon, mais je pense que probablement il y aura une reprise du travail avec le masque, parce qu'il ne faut pas vous faire d'illusions non plus. Il y a aussi beaucoup de craintes, les gens ont peur, c'est ce qu'on appelle les peurs et les croyances, et vous savez très bien que dans les grandes maladies, ça a beaucoup d'importance. Quand on voit déjà les syndicats d'enseignants, ils ont très très peur, ils veulent protéger les enseignants, ce qui est logique, hein, par exemple, mais comme j'ai un fils qui est prof, j'en sais quelque chose, il est inondé, et les syndicats, globalement, ils voudraient que personne ne reprenne sans qu'il y ait un minimum de mesures barrières. Donc voilà. Donc là, vous pouvez envisager d'être déconfiné de façon relativement sereine et on en rediscutera le 11 mai, entre guillemets, quand on aura les mesures qui seront retenues par le gouvernement. Mais il ne faut pas être inquiet. Ok, bon, alors bien sûr, tous les enseignants de petites classes disent qu'on ne peut pas empêcher les enfants de courir dans les bras de la maîtresse, quoi. Hein. Donc forcément, Non, les mesures barrières avec les tout petits, ça va être très, très compliqué. tout à fait. Après, que ce soit ceux des autres ou les vôtres. C'est-à-dire que quand vous allez rentrer le soir à la maison, ce matin, j'étais avec un polyarthritique qui s'est dit, oulala, confinement, ma femme travaille dans une EHPAD, les enfants, polyarthrite, biothérapie, il s'est confiné chez sa mère. C'est une bonne idée. Ouais, enfin, au bout de 5-6 semaines, il aimerait bien quand même revoir sa femme et ses enfants. Donc, le problème, c'est qu'il y a à la fois l'exposition dans votre milieu professionnel, mais il y a votre propre milieu à vous. Il y a vos conjoints, enfin vos conjoints. En général, on n'en a qu'un à la fois. Le conjoint, les enfants, et puis vous allez aller revoir vos parents. Donc, il faut savoir que le Covid, il pourra arriver n'importe où, pas forcément au milieu professionnel. Et je vous l'ai dit, les plus exposés en milieu professionnel, ils sont au boulot. Maintenant, ils sont au boulot, mais ils ne sont pas en première ligne. Hein. Les gens qui ont de la spondylarthrite d'hydrothérapie, on les a mis en 3-4e ligne. Mais ils sont quand même, ils viennent à l'hôpital tous les jours. Alors, on a un commentaire évidemment intéressant que beaucoup partagent. Pourquoi sommes-nous considérés comme personnes à risque si en fait on n'a pas plus de risque que quelqu'un d'autre? Alors, cette remarque est extrêmement pertinente. À ce stade, elle nous a mis en grande difficulté, et notamment pour les personnels soignants, parce que quand ils ont regardé la liste des sujets à risque, eh ben, ils se sont dit, oula, oula, je suis dans la liste, et donc ça a été compliqué. Alors, ça a été mis dans la liste par une logique de prudence. En théorie, une maladie inflammatoire, une maladie auto-immune, des traitements qui favorisent les infections bactériennes, qui favorisent le zona, etc., il est tout à fait logique d'avoir mis au début
une prudence sur la population de maladies auto-immunes. De façon étonnante, la réalité serait différente, voire inverse. Ça reste à confirmer. Mais c'est comme ça. Donc, on ne maîtrise pas les décisions politiques. Si dans le déconfinement, on nous dit que les personnes immunodéprimées ne doivent pas reprendre le travail moyennant ceci, ceci, cela, eh ben, on sera tous coincés, puisque la loi, c'est elle qui prime. Donc justement, aujourd'hui, avec plusieurs de mes collègues, on a décidé de réinterpeller pour la deuxième fois le directeur de la santé, le professeur Salomon, pour qu'il nous dise depuis 2 mois, est-ce qu'il y a vraiment beaucoup de maladies inflammatoires? Autrement dit, on lui a dit, voilà, il y a eu des milliers de cas de Covid, il y a eu 20 000 morts, donc normalement, vous le savez, la polyarthrite, c'est à peu près 1% de la population, et si je mets tous les rhumatismes inflammatoires, c'est à peu près 2 à 3%. Donc, sur les 20 000 morts, bah, vous faites le calcul, il devrait y avoir au minimum 2 à 3% de polyarthrite, de spondyarthrite, etc. Et si on nous répond, bah, il n'y en a que 0,2%, eh ben, on aura un élément de réponse. Mais comme vous l'imaginez, le directeur de la santé, il a beaucoup de choses à faire. On lui a déjà posé la question une fois, il n'a pas répondu. On va lui reposer la question. Mais je ne sais pas si on aura la réponse. Ouais. Donc bon, on a des questions sur dois-je reprendre le sport en salle après le 11 mai? Bon, Bah, de toute façon, le sport en salle, l'activité physique, vous savez toutes et tous qu'elle est bénéfique. Elle est bénéfique chez vous, dans votre salle de bain, dans votre salon, sur votre balcon, dans votre jardin. Tout le monde doit continuer d'avoir des activités physiques quotidiennes. Donc, vous le faites chez vous, sinon, ben, il n'est jamais trop tard pour bien faire. Donc là aussi, est-ce que les kinés vont pouvoir réouvrir leur cabinet? Est-ce que les salles de sport vont pouvoir réouvrir? Dans quelles conditions? Mais de toute façon, vous avez des dizaines de tutoriels pour faire du yoga, du tai chi, du machin, du truc. Vous devez maintenir votre activité physique, ne serait-ce que chez vous. Et question là sur le tabac, est-ce qu'il faut diminuer la consommation de tabac pour limiter l'inflammation ou continuer Donc le tabac, on va sourire parce que hier, sur les ondes, tous les jours, sur les grandes ondes, RTL, France Bleu, France Nord, etc., vous avez des grands professeurs qui s'expriment. Alors parfois, je vais être honnête, une fois j'ai été surpris parce que c'était un chirurgien des glandes. Alors un chirurgien des glandes, répondre au Covid, c'était pas évident. Et quand il a eu une question sur le lupus, il a reconnu très modestement qu'il avait du mal à répondre. Mais hier, c'était notre ami le professeur Sibilia de Strasbourg, doyen de Strasbourg. Donc, il a eu bien sûr la question du tabac, puisque vous savez que depuis hier, on a médiatisé une étude française, parisienne. Donc, c'est vrai que depuis le début, dans les services de réanimation, eh ben, des grands fumeurs, ben, il n'y en a pas beaucoup. Donc, aujourd'hui, il y a 2 choses. Il y a le fumeur qui a sa bronchite chronique post-tabagique. Lui, c'est une comorbidité aggravante. Donc, celui qui est au stade de la bronchite chronique, ça, c'est pas bon. Et vous savez que de toute façon, il faut arrêter de fumer. Mais c'est vrai que chez ceux qui fument, mais qui ne sont pas au stade des maladies pulmonaires qui ont laissé des séquelles, eh bien, il y a moins de formes graves. Et là, on se dit, mais qu'est-ce qui se passe? Donc, est-ce que c'est un des 3000 produits du tabac? Peut-être. La nicotine, on n'en sait rien. Mais c'est un des 3000 produits. Est-ce que c'est le fait que la fumée modifie les microbes dans le nez et dans la gorge? Bref, on n'en sait rien, mais c'est passionnant. Oui, c'est passionnant pour les chercheurs. Pour vous, le message, il est clair. Il n'est pas question de vous mettre à fumer. Et ceux qui fument, eh ben, il est quand même aujourd'hui recommandé d'arrêter de fumer.
Voilà, au moins Damien, tu as ta réponse. Euh, donc, évidemment, on nous pose plein de questions sur le retour des aides à domicile, de la garde des petits-enfants, etc. Bon, je pense que la réponse, elle est la même. La prise de risque, elle est comme la reprise du travail et c'est un peu à chacun de Voilà, prendre ses ça sera avec décisions les en mesures mettant les mesures barrières. barrières. Voilà. Si vous avez une aide à domicile, ben, elle viendra avec son masque, vous aussi, elle aura du gel hydroalcoolique, des gants, normal. Là, il y avait une bonne question quand même à l'écran. C'est que vous savez que malheureusement, en France, il n'y aura peut-être que 10, 20, 25% des gens qui auront attrapé le Covid d'ici le 11 mai. Et vous savez que les spécialistes nous disent que si on veut être protégé, il faut que ce soit 70%. Autrement dit, le Covid, s'il ne s'arrête pas de lui-même, eh ben, il va durer encore peut-être des semaines, des mois et des mois. Donc, est-ce qu'on sera immunisé au niveau de la population? La réponse, c'est non. Si j'ai attrapé le Covid, est-ce que je suis immunisé? Alors, pour le moment, la réponse n'est pas gravée dans le marbre, mais a priori, c'est quand même plutôt oui. C'est-à-dire que quelqu'un qui a fait le Covid, aujourd'hui, quand il a beaucoup d'anticorps, il donne son sérum et ça sert à traiter les malades les plus graves. La question, quand j'ai de la polyarthrite et des traitements qui modulent l'immunité, c'est que je vais peut-être faire une réponse moins bonne. Et ça, vous le savez, quand on vous vaccine chaque année contre la grippe, quand on vous vaccine contre le pneumocoque, on sait que certaines personnes vont être moins bien immunisées. C'est vrai. C'est vrai. C'est pour ça que certains traitements, comme le méthotrexate, mais seulement depuis 1 an, on dit que quand on vaccine contre la grippe, il vaut mieux ne pas prendre de méthotrexate pendant 2 semaines. On sait que quand on fait les perfusions rituximab, il y a des personnes qui s'immunisent moins. C'est vrai. Sauf qu'on ne vérifie pas individuellement si vous êtes correctement vacciné, parce qu'on part du principe que si tout le monde se vaccine, on sera protégé par la vaccination de masse. Et c'est le cas pour l'hépatite, pour la grippe. Donc là, eh ben, on verra. Et probablement, on vous proposera des études, très certainement, pour évaluer la puissance de votre immunisation. Autrement dit, parmi vous, ben, il y en a qui vont attraper le Covid. Si vous l'avez attrapé, il faut le dire à votre rhumatologue, parce qu'il y a des enquêtes et des études scientifiques en cours. Si vous ne l'avez pas attrapé, eh bien peut-être qu'on fera des tests de dépistage pour savoir si vous l'avez fait, pas fait. Et très certainement, on fera des études sur la qualité de l'immunisation. Pour le moment, on va dire que si on l'a fait, en principe, on sera immunisé. Est-ce qu'on sera immunisé à vie? Peut-être pas sûr. On verra les études scientifiques et les études auxquelles vous pourrez participer demain. Il y a encore beaucoup de questions. Ok, donc là oui, on a beaucoup de questions. Un petit coucou en passant aux copains de courir qui sont connectés. Je vous vois, les copains. La question suivante, je te pose quand même cette question-là. Si le télétravail est possible, est-ce que c'est mieux de le maintenir après le 11 mai? Alors, très honnêtement, oui. Je pense que ce sera repris dans les directives de nos grands hommes politiques si le télétravail peut être poursuivi en totalité ou en partie, c'est-à-dire faire 2 jours de télétravail, 3 jours, voilà. Globalement, le télétravail, c'est une mesure barrière. Donc, là aussi, il y a des études scientifiques qui disent qu'il faut faire des mesures de distanciation sociale jusqu'en 2025. Il y a une étude qui vient de nous dire jusqu'en 2022. Mais ce n'est pas possible, ça. Il faut vivre. Et l'humanité, elle est quand même grégaire. Donc, on n'est plus, on ne va pas se mettre dans une grotte au fin fond de l'Ariège. Ce n'est pas possible, ça. Donc, je pense qu'effectivement, en attendant d'avoir des données, en attendant d'avoir les résultats des études sur le traitement, etc., il va falloir, même au déconfinement, rester dans les mesures barrières et tous ceux qui le peuvent, et surtout quand on a quand même de la polyarthrite et des traitements, en attendant qu'on puisse vous dire, ça y est, c'est prouvé, vous allez faire moins de formes graves, eh bien, vous allez rester dans les mesures barrières.
Et même si demain je vous dis, eh ben oui, il y en a 2 fois moins. Ben oui, mais vous allez me dire, mais professeur Filippo, moi 2 fois moins, moi il n'y a pas de 50%. Hein. Moi, si je fais le Covid grave, c'est 0 ou 100%. Donc, les docteurs et les scientifiques, ils raisonnent sur des pourcentages, mais vous, c'est tout ou rien. Donc, pour le moment, le déconfinement, ça sera respect des mesures barrières et tous ceux qui peuvent rester en télétravail, tout ou partie, à l'évidence, pour les semaines qui suivent, ça sera conseillé parce que les semaines qui suivent, ça va servir à quoi? Ça va servir à regarder quel va être petit à petit le retour du Covid. On espère tous qu'il n'y en aura pas. On espère tous qu'il sera le plus bas possible. Oui, mais c'est quand même ce qu'on s'attend. On s'attend à un retour. Donc, ceux qui peuvent rester sur des mesures barrières et un pseudo-confinement, eh bien, ça sera, à mon avis, recommandé. Alors, on a une question récurrente là que je te pose. Comment ça se passe pour les gens dont l'APR n'est pas cadrée, stabilisée? Alors, ça, c'est très clair. On pense qu'une polyarthrite qui ne va pas bien, ça, c'est vraiment un facteur de risque. C'est un facteur de fragilité. Quand vous avez une polyarthrite contrôlée, entre guillemets, vous n'êtes plus malade. Quand votre polyarthrite ne va pas bien, vous êtes malade. Et quand on est malade, on est fragile. Donc, et c'est clair, vous devez voir votre rhumatologue, vous devez être soigné normalement. Donc, on fait un peu de cortisone, on reprend un peu de cortisone s'il faut, on discute de changer le traitement de fond. Il faut être suivi et soigné le plus normalement possible. Et dans toutes les grosses structures, puisque si vous êtes sous biothérapie, il n'y a que l'hospitalier qui peut le changer, ben moi je vois des malades tous les jours en téléconsultation ou physiquement. En plus, quand vous venez à l'hôpital, ben vous êtes tout seul, il n'y a plus personne. Donc voilà, on a du masque, on a du chat. Donc il faut continuer à être suivi le plus normalement possible. Et sauf probablement exception, c'est tout à fait faisable. La plupart de mes collègues travaillent moins. Je Ok. dis la plupart. Donc, ils doivent être disponibles. Donc, plus de suivi, bien régulier avec le rhumato et évidemment, tant que possible, le confinement maintenu pour pas s'exposer si l'APR ou une autre maladie n'est pas stabilisée. Tout à fait. Donc, la grande question, est-ce que l'APR atténue l'immunité acquise par le Covid? Donc, bah, j'ai un petit peu répondu. On ne sait pas véritablement. La maladie elle-même, c'est pas sûr. On se pose plus la question des traitements. On a étudié beaucoup de traitements. Certains diminuent un petit peu la réponse à la vaccination, d'autres non. Donc ça, pour le moment, on n'a pas de réponse. Il est logique de se poser la question. Ça fera l'objet d'études scientifiques spécifiques. Ok, tu parlais de la vaccination, ça nous a été posé plusieurs fois. Est-ce qu'il faut attendre la fin du Covid pour faire son rappel de vaccination et quel est le délai maximum entre la première injection et le rappel pour le pneumo, hein? Il faut se vacciner normalement. Quand il y a les 6 mois de grippe l'hiver, vous ne vous posez pas la question de savoir si vous allez faire votre vaccin ou pas contre les pneumonies à pneumocoque, ou demain contre le zona, etc. Donc, pour le moment, vous êtes confiné depuis plus d'1 mois. Donc, si vous n'avez pas eu le Covid, c'est que vous ne l'avez pas, globalement. Donc là, si vous faites votre vaccin contre le pneumocoque, vous ne l'avez pas, le Covid. Donc, vous pouvez vous faire vacciner en ce moment sans problème. Par contre, si vous attrapez le Covid, eh ben, on ne vous vaccinera pas pendant le Covid, bien évidemment. Et après, vous allez me dire, bah oui, mais si j'ai le Covid sans le savoir, ah ben, si vous avez le Covid sans le savoir, ça c'est une question qui revient souvent. C'est ce qu'on appelle les formes asymptomatiques. Eh bien oui, et alors? On ne va pas vous faire un dépistage avec un petit gratouillis dans le nez tous les 8 jours. Il y en a qui nous disent, ben, il faudrait qu'on soit dépisté. Mais vous allez être dépisté. Alors vous allez dire, je vais être dépisté, est-ce que j'ai une maladie où l'immunité est déréglée, je prends des traitements, je vais être dépisté? Eh bien d'accord, vous allez avoir un écouvillon tous les 8 jours. Ou alors vous restez enfermé chez vous. Non, c'est pas humain, c'est pas possible ça. Donc, globalement,
S'il n'y a pas de symptômes de Covid, vous restez comme dans la prise en charge habituelle. Donc, si vous avez un rappel à faire, eh ben, vous faites votre rappel contre les pneumonies à pneumocoque. Et même, j'irai plus loin, je vous conseille de le faire, parce que si vous chopez le Covid, en réanimation, beaucoup de gens font des pneumonies de surinfection. Eh ben, il vaut mieux être vacciné contre le pneumocoque. Ok, donc vaccination, on maintient le calendrier prévu parce que voilà, on a bien vu que dans l'ensemble des vaccinations, il y avait un recul et que c'était pas forcément une très bonne idée. Et le dépistage systématique, ben pas trop de sens, à moins de le faire tellement régulièrement que ça devient impossible. Tout à fait. Eh ben super, on a fait le tour. Donc à retenir, continuité des soins, comme tu le disais la dernière fois et comme tu l'as Voilà. bien redit. Je pense que c'est vraiment le plus important. C'est peut-être pas toujours facile. Vous avez un médecin traitant, lui en général, il est là. Vous avez un rhumatologue de ville et pour certains, ville et hôpital. Peut-être que dans des petits hôpitaux, c'est plus compliqué. On sait que tout l'ouest et le sud de la France, comme il n'y a quasiment pas de Covid, bah, globalement, les gens doivent être assez disponibles. Pour ceux qui sont sur Rhône-Alpes, Grand Est, Île-de-France et Hauts-de-France, on sait qu'il y a beaucoup plus de Covid, mais vous avez vu les chiffres, ça diminue, ça diminue. Si vous avez senti qu'il y avait eu un petit peu relâchement, qu'on a oublié une petite piqûre, etc., je dirais, vous pouvez reprendre contact. Et si vraiment vous êtes dans l'impossibilité d'avoir un contact, passez par l'association, vous m'envoyez un petit mot et on vous trouvera un contact. Ok, ben, super. Donc c'est voilà parti, pour aujourd'hui. Alors la prochaine, on la fera peut-être dans 3-4 semaines quand on aura le déconfinement et les mesures, j'allais dire, juridiques qui s'imposent. Peut-être qu'on en refera une. Et pour terminer, et avant que je raccroche et que je me sauve, donc je voulais déjà remercier les 200 personnes qui ont répondu au questionnaire sur ce que vous ressentez en cette période de confinement. Donc sur l'écran et donc avec l'association Andar, donc on a décidé de travailler ensemble pour évaluer non pas la polyarthrite elle-même, mais comment se passe un peu le vécu des douleurs et de la sensation d'isolement quand on est à 4, 5 et qu'on aura au total 6, 7, 8 semaines de confinement. Donc, c'est ce qu'on appelle l'étude PR psycho parce que c'est psycho et psychovid Andar. Vous êtes près de 200 à avoir répondu au questionnaire qui est sur le site de l'association. Un grand merci car au début, on n'espérait pas autant de réponses. Plus on en a, mieux c'est, parce que c'est un questionnaire qui ne va rester que jusque demain. Donc, je crois que Sonia a prévu, pour ceux qui ne sont pas encore trop fatigués, qu'une fois que je serai parti et que Sonia vous aura dit au revoir, vous allez rester sur l'ordi, sur le site de l'Andar, et vraiment, si vous pouvez répondre, je crois que ça dure 7 minutes, vous me répondez à cette petite enquête, et je veux bien me réénerver une demi-heure avec l'informatique pour essayer de répondre à vos questions sur la période de déconfinement dans 2-3 semaines. En tout cas, encore un grand merci pour ceux qui ont participé et merci par avance à ceux qui vont répondre dans la foulée au petit questionnaire. Sonia, un grand merci. Merci à ton toi. collègue. Merci de ta clairement patience. aperçu ma pointe d'énervement. Je regrette bien sûr ce retard et on en reparle dans 3-4 semaines. On va essayer d'être un petit peu plus optimum. Je crois que j'essaierai de me connecter une demi-heure avant. Je crois que c'est ça. Voilà. Bonsoir à toutes et à tous et à la prochaine. À la prochaine, merci. Bon, alors, Ludivine vous a mis le lien pour que vous puissiez répondre au questionnaire pour ceux qui ne l'ont pas encore fait. Donc, vous l'avez compris, on compte beaucoup sur vous pour le faire. Donc, le rendez-vous est pris. On vous redonnera une date, mais n'oubliez pas que déjà le 4 mai, on a la deuxième session d'auto-hypnose avec le docteur Chaboch. Donc, je vous donne rendez-vous déjà le 4 mai, juste avant le déconfinement, ça ne nous fera pas de mal. Et un peu plus tard, donc, de
de nouveau avec le professeur Philippot pour une session. Donc, on compte sur vous pour répondre au questionnaire. Je vous souhaite une très belle soirée, tous confinés, tous à la maison, et à très bientôt. Au revoir.